Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la reprise de RTI 1 reçoit, ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Objectif, créer un climat propice entre les citoyens ivoiriens pour impulser un développement harmonieux. Mais au-delà, quels sont les défis et les espoirs de ce département pour une Côte d'Ivoire solidaire? Tel est le thème central de ce numéro. Ainsi, nous aborderons successivement l'état de la réconciliation en Côte d'Ivoire, les actions menées par le ministère et comment se déclinent les perspectives. Invité de RTI 1 reçoit ce soir Bertin Kouadio Kounan, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Pour l'interroger sur ce plateau, je suis avec Idrissa Bamba, secrétaire général de la rédaction de Soir Info. Bonsoir. Bonsoir. Et comme le prévoit la structure de l'émission, vous pourrez appeler Régis Kofi au 27 22 40 12 76 pour poser vos questions. Monsieur le ministre, réconciliation, cohésion nationale, comment concilier ces deux notions? Vers quoi convergent-elles exactement? Merci. Comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, vous avez ici la cohabitation entre deux concepts, réconciliation et cohésion. Réconcilier, par définition, c'est rétablir des relations amicales entre deux personnes brouillées. À l'échelle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, réconcilier voudra donc dire assurer une transition pour régler une passerelle entre un passé brouillé par des conflits, pour créer une transition vers un état nouveau, conditions améliorées, en remettant les Ivoiriens ensemble. Mais le tout doit impacter positivement notre vie commune. Ne l'oublions pas, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a eu pour projet de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire et réconciliée. Je l'ai dit ici même sur ce plateau pendant les élections, nous avons un pays. Chacun de nous doit connaître ce pays, son histoire, son passé, son présent, pour envisager son futur. Et c'est quoi le destin de la Côte d'Ivoire? Souvent, nous prenons le malin plaisir de vouloir comparer la Côte d'Ivoire aux voisins, aux autres pays. Est-ce que ceci se fait ailleurs? Est-ce que cela se fait ailleurs? Mais non, c'est là que commencent nos premières erreurs. On ne peut pas comparer notre pays aux autres, puisque les choix fondateurs de nos pères fondateurs n'ont rien à voir avec les choix des autres. Le président Houphouët a ouvert les frontières de ce pays sur le reste du monde. Donc nous avons un peuple métissé. Il faut qu'on l'assume. On en viendra tout à l'heure. Donc, les crises du passé, ça fait quoi? 28 ans que le président Houphouët est décédé. Voilà 28 ans que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Donc, il faut justement dégager une priorité, la priorité du chef de l'État, le président de la République aujourd'hui, c'est de reconstruire l'unité nationale, c'est de remettre les Ivoiriens ensemble, rebâtir la confiance entre les Ivoiriens, et puis renégocier notre stabilité, ce que j'appelle notre identité, notre stabilité, la Côte d'Ivoire, pour envisager donc le futur, afin de pouvoir envisager, laisser quelque chose à nos enfants demain. Merci. C'est une question posée à dessein car votre ministère a deux départements, la réconciliation et la cohésion nationale. Nos équipes se sont déplacées pour aller interroger les responsables de ces démembrements. Comment est harmonisé le travail? Qui fait quoi dans ce ministère créé depuis décembre 2020, suivant cet élément de Seydou Ouattara? Réconcilier les Ivoiriens pour le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale revient à faire la promotion de la mise en œuvre des actions de réconciliation, l'évaluation des stratégies et actions de réconciliation, le renforcement du cadre juridique de la promotion de la réconciliation, le suivi et l'évaluation des activités de réconciliation. La crise ivoirienne a laissé des traces indélébiles dans les mémoires. Cependant, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, de la vie de l'humain, que ce soit en politique, que ce soit en société, que ce soit en religion, que ce soit même en famille, nous vivons des moments difficiles.
La nature humaine est ainsi faite qu'elle a la capacité de se surpasser pour aller chercher dans son tréfonds les moyens d'atteindre le mieux-être. Parce que la nature humaine ne reste pas figée dans un processus fut-il douloureux. L'oubli est fait, il fait partie de nous, il est incorporé. Nous devons pardonner. Le pardon est encore plus fort. Ne pas oublier nous permet de construire l'histoire pour nous souvenir demain que nous avons, à un moment donné, connu une situation à ne plus revivre. Le pardon est un remède. Et il faut recourir au pardon en toutes circonstances. Vous voyez, ce que le gouvernement fait, c'est un accompagnement. Cet accompagnement-là, il aide. Mais les Ivoiriens devront puiser à l'intérieur d'eux-mêmes pour l'amour qu'ils ont de leur patrie, mais pour l'amour qu'ils ont de leur progéniture, qui vont hériter de cette nation-là. Cette progéniture devra avoir un meilleur avenir, doit avoir un monde beaucoup plus viable. C'est au nom du pardon d'aujourd'hui que nous pouvons construire le lendemain de nos enfants. En matière de cohésion nationale, il s'agit de mettre en œuvre la politique du renforcement et de promotion de l'unité nationale. Le maintien et le renforcement de la cohésion entre toutes les composantes de la nation ivoirienne, tout en évaluant des stratégies adaptées. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui veut une société ivoirienne apaisée, fait la promotion de l'éducation et la culture de la paix, celle des moyens de prévention, la promotion de la culture de paix, une tâche qui appelle à des multiples questions. Nous devons nous faire confiance, nous devrons nous aimer les uns les autres et nous devrons mettre des systèmes qui ne polarisent pas les uns contre les autres. Mais le premier élément qui détermine la qualité d'une cohésion, c'est l'équité et la justice. Donc, il faut que déjà, de partout où on est, quel que soit le strapontin de pouvoir qu'on a, on essaie de faire en sorte que les Ivoiriens soient contents de ce que vous faites, parce que vous mettez tous les Ivoiriens sur un pied d'égalité. La réconciliation nationale reste donc une tâche difficile, ardue et appelle à la participation de tous. La Côte d'Ivoire a traversé une période trouble. 1993, 1995, 1999, 2010 et 2020. Pour ne citer que celle-là. Monsieur Bertin Kouadio Konan, il y a eu beaucoup de déclarations sur votre département, mais en tant que premier responsable, comment vous pouvez résumer en 30 secondes votre mission exactement? Vous savez, j'étais ici sur ce même plateau lorsque j'avais souhaité briguer la présidentielle. Et j'ai dit, même quand j'étais opposé au président de la République, je vois comme tout le monde ses réalisations, je vois les ponts, je vois les routes. Et j'avais dit ici, pendant que le président construit, il se trouvait toujours des gens pour se plaindre. Et sur ce plateau, j'ai dit, parfois quand vous pleurez et que vos yeux sont chargés de larmes, il vous est difficile de voir clair. J'ai pensé donc que la priorité, c'est d'essuyer les larmes des Ivoiriens. Une fois qu'ils n'ont plus les yeux chargés de larmes, pour qu'ils voient. Donc, pour moi, mon rêve, en étant candidat à cette époque, c'était de voir ce que je vois aujourd'hui. Le président de la République qui reçoit le président, l'ancien président Laurent Gbagbo au palais. Ils s'embrassent pour donner le bon exemple et qui apaise. Alors, notre priorité, sur les 9 mois et demi, nous avons pensé que pour que les Ivoiriens soient prêts à écouter le message de la réconciliation, il faut déjà qu'on aille à la décrispation. Il faut apaiser les esprits, il faut apaiser les cœurs. C'est pour ça que nous avons mis la priorité sur comment préparer le retour de tous les fils et de toutes les filles de ce pays sur leur territoire. Nous avons été aidés en cela par la volonté affichée par le président lui-même, et je l'ai dit. Oui, nous reviendrons sur cette question. C'était de savoir justement les missions. Est-ce que ce sont ces missions qui vous ont été confiées? Bien sûr, notre mission, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Vous avez parlé de votre volonté de réconcilier les Ivoiriens, mais quelle est la mission qu'on vous a confiée? La mission, justement, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Après, il faut promouvoir la culture de paix. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens abandonnent la violence. Il faut faire en sorte que nous revivions
dans la solidarité et aller vers justement à consolider la paix sociale en créant la cohésion entre les enfants de ce pays. Alors monsieur le ministre, le chef de l'État, après votre nomination, avait dit ceci, hein, je le cite, « J'ai procédé à la nomination de M. Kouadio Konabertin comme ministre en charge de la réconciliation et cela vise à consolider la cohésion et la réconciliation politique. » Alors aujourd'hui, 9 mois et demi après votre nomination, est-ce que vous pouvez nous dire si les Ivoiriens, si la réconciliation politique est en marche? D'abord, il faut que tout le monde se le dise. Ça fait 28 ans qu'Oufou est décédé, je l'ai dit, ça fait 28 ans que nous sommes dans la crise. Personne ne peut s'imaginer qu'en 9 mois, nous pouvons donc, par un bâton magique, eh bien, régler définitivement cette question. C'est un processus. Et il est heureux de constater qu'il a débuté. Oui, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, vous l'avez constaté comme moi que c'est la première fois que l'élection s'organise, l'élection législative, de façon inclusive, avec la participation de tous, sans que personne ne remette quoi que ce soit en cause. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'agression, même pas verbale. Chacun a reconnu, les perdants ont reconnu leur défaite, ceux qui ont gagné ont célébré leur victoire. C'était un grand pas. Ensuite, vous pouvez le constater, le président Laurent Gbagbo est rentré. Ça a été préparé également. Enfin, le président de la République a indiqué clairement, et je suis bien placé pour le témoigner, c'est lui qui a ordonné que nous puissions dire à Charles Blé Goudé d'aller se faire enrôler. Il s'est fait enrôler, ça veut donc dire que d'ici peu, il aura son passeport, c'est une question de jour. Ça sera donc le processus est en cours. De cette émission. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes l'homme indiqué pour occuper ce poste de la cohésion nationale et de la réconciliation? Vous sentez-vous l'âme d'un réconciliateur? Y a-t-il dans cette société un portrait robot, quelqu'un indiqué pour aller à la réconciliation? Croyez-moi, chacun fait ce qu'il peut. Moi, je n'ai même pas attendu d'être ministre de la Réconciliation. Les preuves sont là. Je peux les montrer aux Ivoiriens. Quand j'ai senti venir la crise, avant 2020, que j'ai pris mon bâton de pèlerin, Amadou Gon ne vit plus aujourd'hui, paix à son âme. Ahmed Bakayoko ne vit plus aujourd'hui, paix à son âme. Le roi Tanoué peut témoigner. Les imams peuvent témoigner. L'Église catholique peut témoigner. Le président Abdou Diouf peut témoigner. Gary Rawlings est décédé aujourd'hui, mais les Ghanéens qui ont été témoins peuvent témoigner. J'ai parcouru le monde entier pour appeler les uns et les autres sur la nécessité que nous puissions nous aider mutuellement à nous parler pour bâtir la confiance entre les acteurs politiques et nous amener à comprendre que la démocratie, ce n'est pas la guerre. La démocratie, c'est le débat d'idées. Il a plu au président de la République de nous confier cette responsabilité. Ça fait 9 mois que nous sommes à l'ouvrage, nous agissons et nous laissons les Ivoiriens apprécier. D'accord, vous avez... Allez-y, oui. Monsieur le ministre, les Ivoiriens pensent que... Certains Ivoiriens pensent que vous faites en ce moment une réconciliation de bureau. Certains estiment qu'on ne vous voit pas suffisamment sur le terrain. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites un travail préliminaire, mais les Ivoiriens auraient aimé vous voir régulièrement sur le terrain, réconcilier les Ivoiriens, mais absence sur le terrain, monsieur le ministre. Alors, peut-être que les Ivoiriens, il faut qu'on s'accorde tous pour savoir, pour dire ce que c'est que la réconciliation. Le principe premier, le principe fondateur de la réconciliation, c'est d'abord la discrétion. La réconciliation ne se fait pas avec les caméras. L'efficacité recherchée requiert la discrétion. Quand vous voyez des actions la journée, c'est parce que la nuit, des gens ont veillé dans des domiciles, à se parler, à se convaincre, à dissuader. Et puis, dès que j'ai pris fonction, la semaine qui a suivi, il y a eu Guézon. Les affrontements entre autochtones et halogènes. J'ai dû me déplacer sur place pour justement mettre fin à la crise. Nous venons récemment de Niélé et Diawala. Après, toutes les équipes sont sur le terrain parce que ce n'est pas l'individu, le seul ministre qu'il faut voir. C'est toute une machine, toute une équipe. Le programme national de cohésion sociale, il ne se passe pas un week-end sans que nos hommes ne soient sur le terrain pour rapprocher les positions, pour aller justement à la création d'activités génératrices de revenus communautaires sur le terrain.
Et ces choses-là sont là, qui peuvent témoigner que nous sommes au travail. Monsieur le ministre, vous le disiez tout à l'heure, je vous prends au mot, le président de la République, Alassane Ouattara, vous a confié cette mission, mais certaines langues attribuent à votre nomination l'étiquette d'une récompense à votre participation à la présidentielle d'octobre 2020. Qu'est-ce que vous répondez? Je peux ajouter, certains même parlent du prix de la trahison. Le seul qui nomme les membres du gouvernement, c'est le président de la République. Lui seul peut vous dire ce qu'il en est. Et comment vous percevez cela? Écoutez, par rapport à ces critiques? Moi, je suis serein, vous savez. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. En octobre, le 31 octobre 2000, j'étais convaincu que ce qu'il fallait faire, eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai essuyé les menaces, même de mort. Ma famille, les injures, les calomnies, j'ai tout essuyé. Mais les Ivoiriens peuvent me croire. Je l'ai fait par amour pour eux. Je l'ai fait par patriotisme. Et ce n'est pas les événements d'aujourd'hui qui me feront regretter. Eh bien, l'acte que j'ai posé. Jésus-Christ a été humilié. Et pourtant, tout le monde connaît la réalité sur le terrain aujourd'hui. Moi, j'ai une conviction. Est-ce que l'acte que je le pose dans l'intérêt du peuple? Eh bien, je pose cet acte quand j'en suis convaincu. Ce n'est pas les critiques qui me guident. Vous étiez un candidat convaincu? Bien entendu que j'étais candidat convaincu. J'ai fait campagne, tout le monde m'a vu. Et tout le monde m'a entendu. Alors, c'est le 15 décembre 2020 que le ministre Bertin Kouadio Konan entre au gouvernement pour piloter le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Les actions menées depuis sont nombreuses et de diverses natures. Je vous invite donc à passer en revue les principales actions qui ont rythmé la vie au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Walter Amadou Ouattara. 9 mois que le ministre Kouadio Konan Bertin tient les manettes de la réconciliation et de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. En vue de mener à bien cette mission si chère au président de la République Alassane Ouattara et à la population ivoirienne, le ministre Kouadio Konan Bertin a aussi pris son bâton de pèlerin dès sa nomination. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a décidé de lui apporter son soutien à travers une cérémonie sur le campus universitaire et à la Cité Rouge à Cocody. Le retour et le bien-être des exilés ivoiriens ont été une préoccupation majeure pour le ministre en charge de la réconciliation dès sa prise de fonction. En témoignent les reconnaissances de ces derniers. Il était de notre devoir de venir exprimer notre reconnaissance au gouvernement. Nous sommes venus porter donc cet esprit dans l'esprit de paix et de réconciliation, participer à ce processus qui pour nous, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation. Les huis clos avec le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, à son domicile à Cocody et à Daoukro, constituent des gestes forts dans le processus de réconciliation à titre personnel. Il y a également la diplomatie silencieuse menée pour le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les rencontres entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, plus récents entre l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et le président de la République Alassane Ouattara. Dans la même veine, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a sur sa table des dossiers relatifs au retour au pays de grosses têtes de la politique ivoirienne. Les retours en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé et de Soro Kibafori Guillaume ont été confiés au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale par l'Union des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNAFESI, lors d'une audience le lundi 19 juillet 2021. Nous souhaitons que désormais tout le monde soit focalisé sur la réconciliation. Le reste, comme on le dit, c'est derrière nous. Il faut qu'on avance. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui d'une autre crise. L'atelier de réflexion qui a eu lieu à Jacquesville du mercredi 9 au vendredi 11 juin a été axé sur la contribution des organisations des victimes des différentes crises dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Sans oublier l'atelier de partage des conclusions de réconciliation et de cohésion sociale de la revue de la stratégie nationale. Des actions
en vue de concertation, ont conduit le ministre Kwadwo Konan-Bertin à rencontrer des personnalités symboliques, des organisations et institutions sur l'échiquier politique traditionnel et religieux ivoirien, toutes choses ayant permis au ministre de la Réconciliation la mise en place de la feuille de route. Ainsi ont été rencontrés le médiateur de la République le vendredi 8 janvier, le Conseil supérieur des imams le mardi 12 janvier, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire le lundi 18 janvier à Yamoussoukro, le roi Nana Amondoufou V et la reine des Baoulés de Côte d'Ivoire, Nana Akua Boni. Toujours dans le cadre des consultations et de son orientation, le ministre a effectué une visite de travail dans la région du Gor où il a rencontré la communauté Yacouba Silla et la famille biologique de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le village de Mama. Les institutions ivoiriennes ont eu une place majeure dans la vision du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le secrétariat d'État, l'Assemblée nationale, le Sénat, la CEI, l'Inspection générale d'État et le Conseil constitutionnel ont reçu la visite du ministre Kwadwo Konan-Bertin qui est allé recueillir les aspirations auprès de ces institutions. La signature d'une charte de bonne conduite par les candidats aux législatives 2021 a porté ses fruits dans la commune de Yopougon. Des rencontres avec les premiers responsables des différents médias en Côte d'Ivoire, ainsi que la AK, l'ANP, en vue de solliciter leur contribution afin de désarmer les plumes et les cœurs. Dans le cas des règlements de conflits fonciers, des missions pressantes ont conduit la délégation ministérielle dans la Côte d'Ivoire profonde. Le cas de Niélé et Diawala, du 26 au 30 août dernier, est un exemple. Depuis la région du Tchologo, l'engagement de la confrérie d'Ozo de Côte d'Ivoire à redorer désormais leur image est à l'actif de l'actuel ministre de la Réconciliation. Le conflit entre Dozo et Guéré à Guézon, dans le département de Diokwe, a obligé le gouvernement ivoirien à dépêcher une mission conduite par le ministre Kwadwo Konan-Bertin. L'édition 2021 du concours Miss Côte d'Ivoire a été une opportunité à cet effet. Les déclinaisons des différentes candidates depuis les phases de présélection jusqu'à la finale, le samedi 4 septembre 2021, ont porté sur des notes liées à la promotion de la cohésion et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous le savez, c'est une émission qui prend en compte vos préoccupations. C'est une émission interactive. Nous allons donc suivre Régis Kofi au studio B qui a recueilli les premières réactions des téléspectateurs. Bonsoir à tous. La question de la réconciliation intéresse beaucoup d'Ivoiriens. En témoigne le nombre d'appels que nous recevons. Je vous livre tout de suite 5 questions, à commencer par celle de M. Jean-Henri à Cocody. Que retenir de la CDVR et du Conarive? Voilà ce qu'il voudrait savoir. Monsieur Yao Franck nous a joint de Lille en France. Sa question, un tout petit peu personnelle, mais elle rentre dans le cadre de la réconciliation. Quelle est la qualité de vos rapports avec M. Henri Konan-Bédié? Une deuxième question en lien avec la première. Avez-vous rejoint le RHDP ou êtes-vous toujours au PDCI RDA? Madame Pulchéry Adou nous appelle de Yakassé. Elle souhaiterait savoir si vous avez des brouilles avec le président de la République et le Premier ministre pour une question financière. Et puis, Anne-Marie Mobio à Aféry. Où en est-on avec l'affaire Soro-Guillaume et Charles Blégoudet? Que faites-vous concrètement pour l'avancement de ce dossier? Voilà la première vague des questions. Adama Kone. Ministre, les Ivoiriens ont réagi. 5 réactions dès l'entame de cette émission. Monsieur Jean-Henri, qui voudrait avoir des informations sur la CDVR. Bien, alors, comme vous avez dû le constater, dans l'élément qui est passé tout à l'heure, j'ai dû me rendre auprès du président Bani, paix à son âme, qui a été donc le second, après le ministre Daranguégué, a conduit les activités donc, de réconciliation et donc qui a dirigé la CDVR. Cette structure a connu des fortunes diverses, avec autant d'interprétations que les gens ont pu faire sur son activité.
Le plus important, je ne suis pas là pour faire le bilan de la CDVR, encore moins pour critiquer, ni pour juger. J'ai obtenu de lui quelques éléments. Le travail a été fait. Des audiences ont été organisées pour dresser la liste, par exemple, des victimes et tout ça. La CDVR a existé. Elle a fait ce qu'elle a pu. Nous avons pris le relais pour avancer. C'est le plus important. Vous avez avancé. Vous êtes à quel niveau? Oh, oui, pour ajouter, hein, est-ce que, monsieur le ministre, vous allez utiliser quelques points quand même des recommandations qui ont été faites dans les décisions qui ont été prises au niveau de la CDVR? Est-ce que je vous apprends que la liste des victimes qui sert de base de données pour traiter les questions des victimes, elle a été donc rédigée, consolidée par la CDVR, ensuite par la CONARIV. C'est quand même un élément positif. Il y a beaucoup d'éléments que nous avons donc notés, que nous consolidons, qui peuvent nous aider à avancer. Une réaction de Lille en France. Quels sont vos rapports avec le président du PDCI-RDA, Bédié? Nos rapports sont au beau fixe. Je l'ai souvent dit, vous savez, le président Henri Konan Bédié a été mon témoin de mariage. Avant moi, il a été le témoin de mariage de mon oncle Yebo Kofi Richard. Quelqu'un qui a été 2 fois témoin de mariage et de l'oncle et du neveu, qui est originaire de Daoukro, moi de Bokanda, vous savez très bien, je l'ai toujours dit sans aucun complexe que c'est mon père. Il y a eu des bruits par le passé, mais ma culture veut que l'enfant ne cherche jamais à avoir raison du père. Je me suis battu pour améliorer mes relations avec le président Henri Konan Bédié. Nous nous voyons régulièrement, je peux vous le dire, il n'y a même pas encore 4 ou 5 jours, nous étions ensemble. Et sur le plan familial, ça va. Et sur le plan politique, la question suivante est de savoir si vous avez rejoint le RHDP. Le président de la République, en me faisant l'insigne honneur de me confier cette responsabilité, a fait une déclaration devant tous les Ivoiriens. Il a dit, et je cite, « Je nomme à ce poste un cadre du PDCI-RDA. » Jusqu'à présent, les choses n'ont pas varié. Je reste militant du PDCI-RDA, sauf que je suis sous le coup d'une sanction, d'une suspension provisoire, temporaire. Alors, qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème au niveau du PDCI-RDA, puisque vous dites que vous entendez désormais avec le président Henri Konan Bédié? Mais s'il doit conduire la réconciliation, si moi-même j'ai des difficultés à parler avec un acteur aussi majeur qu'Henri Konan Bédié, croyez-moi, est-ce que je serai l'homme indiqué pour conduire la réconciliation? Donc c'était de mon intérêt à moi d'abord de chercher à normaliser mes rapports avec le président Henri Konan Bédié, ce qui est fait. Je le vois quand je veux. Il n'y a pas 3 jours, j'ai besoin pour la semaine à venir d'initier des actions avec les jeunesses dans ce pays, y compris les jeunes des partis politiques. Comment est-ce possible de rassembler les jeunes des partis politiques si vous n'avez pas l'accord des présidents des partis politiques? Moi-même, j'ai été président de jeunesse, je sais ce que c'est. Donc, j'ai été parler avec le président Bédié, comme je parle avec tous les autres, pour avoir leur autorisation afin d'initier des actions avec les uns et les autres. Je dis, mes rapports sont bons avec le président Henri Konan Bédié aujourd'hui. Je reste PDCI-RDA, je suis sous le coup d'une sanction, sauf que le président de la République m'a occupé à faire du travail, il y a beaucoup à faire. Vous venez de dire que les Ivoiriens ne perçoivent pas encore ce que... Heureusement que vous-même, dans votre propos tout à l'heure, vous avez dit, et je cite, que nous avons fait beaucoup d'actions diversifiées, de toutes sortes de nature, et les images que nous avons vues ici ne sont pas des images qui viennent nous contredire dans ce que nous disons. Vos rapports sont bons avec le président Bédié. Qu'en est-il avec le président Ouattara? Y aurait-il une brouille, comme le dit Mme Adou, entre vous et le président Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi? Mais non. Pour des questions financières? Oui. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, à votre avis, les questions financières? Achi Patrick, j'ai eu cette chance, le Premier ministre Achi Patrick, j'ai eu cette chance de l'avoir connu longtemps en étant au PDCI-RDA. Il fait partie de ceux des ministres Aoussou Jano, Achi Patrick, Adjoumani, qui m'ont aidé à cette époque à tenir un mandat de la jeunesse du PDCI-RDA. Donc j'ai cette chance avec lui. Ensuite, le président de la République, tout se passe très bien entre nous. Madame Mobio s'interroge sur la question Soro. Oui. Qu'en est-il? Ben, le président de la République l'a indiqué. Il veut une réconciliation inclusive, c'est-à-dire qui inclut tous les enfants de ce pays. Sorodium en est un. Je suis chargé de mettre en application la volonté du président de la République. Moi, je suis à la tour A, 8e étage, et vous pouvez le constater, le vérifier au quotidien. Je reçois tous ceux qui veulent nous parler, nous dire quelque chose. Tous ceux qui se plaignent, tous ceux qui ont quelque chose à dire, même quand ils ne viennent pas à nous, nous allons à eux. Récemment, j'ai reçu une équipe de jeunes, des cadres qui se réclament de Guillaume Soro.
pour écouter, pour les entendre. Ils m'ont dit qu'ils venaient pour essayer d'agir dans le sens de dégeler, c'est leur propre terme, eh bien, les rapports entre le fils et le père. Nous avons bien accueilli cela. En tout cas, nous faisons ce que nous voulons, nous pouvons sans exclure personne. Mais, monsieur le ministre, à vous entendre, vous faites tout pour réconcilier les Ivoiriens. Vous parlez de réconciliation inclusive. Certains parlent plutôt de réconciliation sélective. On dit pourquoi monsieur le ministre Kakabe, chargé de la réconciliation et de la cohésion, ne va pas vers Guillaume Soro, qui est un leader politique. Il se contente de recevoir des personnes qui se disent proches de lui. Est-ce que vous êtes en contact avec Ça fait 10 mois, à titre personnel, ça fait 10 mois que si quelqu'un a son numéro, qu'il me le passe. Ça fait 10 mois que je cherche à lui parler. Mais après, la réconciliation, elle se fait dans un état de droit. Ah oui, vous le savez ça aussi. Donc, à titre personnel, ça fait 10 mois. Et je le dis devant tous les Ivoiriens. Vous avez reçu ses émissaires, vous n'avez pas eu son contact Non, jusque-là, je n'y suis pas encore parvenu, mais je pense que les Ivoiriens, très souvent, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les détails, il faut aller à l'essentiel. Le chef de l'État fait beaucoup de choses, les actions sont visibles, les problèmes vont se régler un à un, il y a tout un processus. Ben, lui-même, j'ai cru avoir lu dans les journaux récemment qu'il a déjà indiqué des personnes habilitées à s'occuper de son dossier. C'est une bonne chose. Ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde vienne en Côte d'Ivoire, peu importe le chemin qu'ils choisissent. Dans tous les cas, nous savons que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, elle reste un état de droit. Nous voulons nous réconcilier. Si tout est harmonisé, comme les choses se font, eh bien, le pays marche. Oufoué l'a dit, dans ce pays, tous les changements sont possibles. Tout est possible à condition que cela se déroule dans le dialogue et dans la paix. Le dossier Guillaume Soro m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous avez sincèrement le coup de franche pour réconcilier les Ivoiriens? Bien sûr. Je pose la question tout simplement parce que, apparemment, vous êtes dans la bulle du chef de l'État. C'est-à-dire, quand le chef de l'État décide, vous y allez, mais quand il ne décide pas, vous n'y allez pas. C'est le constat que je fais comme d'autres Ivoiriens. Non, ce n'est qu'un constat. Et puis, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Et là, que le chef de l'État me permette de trahir quand même un secret d'État, je le ferai parce que quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Je l'ai dit aux Ivoiriens. Et je parle et je pèse mes mots. Nous avons tous la chance d'avoir le président de la République lui-même qui, franchement, est dans une telle disposition d'esprit, telle qu'il veut conduire les Ivoiriens à la réconciliation. J'ai été témoin quand même d'un fait majeur. Ce n'est pas le lieu de le dire, mais il faut que je parle aux Ivoiriens. Quand j'ai vu, il faut que je témoigne. Quand nous préparions le retour du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous croyez? Mais dans tous les cas, il y a encore des blessures. Il faut du temps pour les cicatriser. Les choses ne se mettent pas en place du jour au lendemain, à la vitesse que chacun souhaite. Ça fait quand même 10 ans que les uns étaient à l'extérieur. Ça fait 10 ans que la crise a été meurtrière. Il faut justement qu'on aille au pardon. Mais chacun y va à son rythme. Le chef de l'État a une volonté de nous conduire. Mais il a un camp. Il y a aussi des gens, vous ne voyez pas, les djabis, les victimes qui sont dans la rue, qui s'interrogent sur leur vie par rapport à la réconciliation. C'est tout ce monde qu'il conduit. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Quand il sentait la machine un peu grippée, qu'est-ce qu'il a dit? Mais de formidable. Si j'avais eu quelqu'un pour me reconnaître mes droits à l'époque, je ne peux pas, j'ai trop souffert, je ne peux pas être le président de la République qui ne va pas reconnaître à Laurent Gbagbo ses droits. Qu'est-ce que c'est formidable. Si chaque pays en Afrique avait un chef d'État aussi éclairé, croyez-moi, nous n'aurons pas de djihadisme et des attaques sur le continent. Alors je peux vous dire, le président est déterminé, la volonté est affichée, mais ce n'est pas lui seul. C'est tout le monde. La réconciliation, lui, il va l'impulser. Mais à chacun de suivre le rythme, que chacun donne un peu de lui pour qu'on aille à la conciliation des positions pour avancer. Vous voyez ce que je dis? Mais après tout, il y a un rythme. Et ce que j'apprécie chez ce monsieur, que j'apprends à découvrir d'ailleurs, il a une obsession, il a une ambition, c'est la paix sociale. Donc tout ce qu'il fait, il mesure, il calcule. Quand il est convaincu que l'acte qu'il va poser, eh bien, vient pour consolider la paix, eh bien, il pose l'acte. Parce que ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est la paix sociale, c'est la sécurité de tous les Ivoiriens et c'est la stabilité du pays.
Et un des actes forts au sommet, on l'a vu, c'était la rencontre entre le président Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Quel a été votre apport, votre contribution à cette rencontre entre les deux personnalités? On ne nous a pas aperçus à cette rencontre. Mais non. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, quand la tête est là, le jeune ne porte pas le chapeau. Le premier qui réconcilie s'appelle le président de la République. Même le gouvernement, là, nous y sommes. Si nous faisons du bon travail, c'est le gouvernement, c'est l'action du président de la République. Il est seul, Alassane Ouattara. Si nous agissons mal, il sera seul face au jugement du peuple. Ce n'est pas moi qu'il faut mettre en vedette. Le premier qui réconcilie, c'est le président, quand il est présent. En tant que ministre de la Réconciliation, oui, ce jour-là, on vous aurait vu là-bas qu'on serait pas étonné. Sans doute. Dans quel livre de droit ou dans quelle constitution ou dans quel dictionnaire il est écrit que, parce que je suis ministre de la Réconciliation, quand le chef de l'État reçoit, il faut qu'il soit forcément présent. Ce jour-là, je peux vous dire, il y avait d'autres combats ailleurs, d'autres défis ailleurs. J'avais été sélectionné, c'était un honneur pour participer à l'équipe qui partait pour traiter les questions du TAC avec nos voisins de Burkina Faso. Je ne peux pas être là-bas et puis être ici à la fois. Non, que les Ivoiriens retiennent une chose. Le plus important, c'est que le processus avance. D'accord, Bamba? Oui, non, mais en tant que ministre, le processus avance, mais les Ivoiriens s'interrogent toujours. Oh là. Voilà, si, je ne fais que relayer ce que les Ivoiriens disent. Oui, je les comprends. Avance. Oui. Mais nous constatons que le dialogue politique, par exemple, oui, piétine. Alors que c'est l'une des missions qui vous a été confiée par le chef de l'État. Je peux citer parce que lorsque vous avez été nommé, il a dit que vous êtes aussi là pour prendre le relais du Premier ministre, de feu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, en ce qui concerne le dialogue politique. Alors où nous en sommes avec ce dialogue aujourd'hui? Je comprends, les Ivoiriens, ils sont pressés. Parce que ça fait 28 ans qu'ils ne connaissent plus la paix. Donc je comprends leur volonté d'aller rapidement à la paix, ils sont pressés. Mais justement parce qu'on est pressé, allons doucement. Je dis que le processus a bien démarré. Nous avons fait nous-mêmes le tour de tous les grands partis significatifs. J'ai dit dès le départ que la réconciliation requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nature, de la société. C'est pour cela que j'ai commencé par les grandes institutions, parce qu'il faut que je m'assure que toutes les institutions et ceux qui les incarnent comprennent et sont de la même vision que le chef de l'État. Quand j'ai fini ça, les acteurs politiques majeurs, enfin, tous les acteurs politiques ont aussi leurs responsabilités. J'ai fait le tour de tous les partis politiques pour m'assurer qu'eux aussi adhèrent au processus. Tous ont marqué leur accord. Je peux vous dire que les mois à venir, des actions vont se mener et les Ivoiriens verront, mais est-ce que depuis 9 mois, ils ne sentent pas eux-mêmes la calmie? À la rencontre Ouattara-Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo a demandé la libération de certains prisonniers de la crise post-électorale. Où en êtes-vous dans le traitement de cette question? Je crois qu'à l'heure actuelle, sans aucun risque de me tromper, en dehors des militaires, il n'y a presque plus personne qui soit en prison pour des opinions politiques. Presque les derniers ont été libérés, y compris ceux de la dernière crise de CNT, si je peux m'exprimer ainsi. Tous ont été libérés. Je vous ai dit, c'est un processus. Il faut rétablir la confiance entre les acteurs. La rencontre entre le président Gbagbo et le président Ouattara s'est déroulée il n'y a pas encore 2 mois. Ils ont commencé à se parler. Il faut féliciter ça, il faut les encourager. Dès les premiers instants, il a parlé au président Ricona Bédié. Il faut qu'ils continuent de se parler. Qu'est-ce qu'on appelle le dialogue? Voici le dialogue comme il est amorcé. Mais je suis convaincu que s'ils continuent de se parler et que la confiance s'installe à nouveau entre eux, nous aurons quelques résultats. Alors, est-ce qu'il y a justement un calendrier après cette rencontre? Écoutez, il n'y a pas un calendrier. Justement, vous savez, ces choses-là, c'est la gestion des susceptibilités, des humeurs, des petites choses, de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut s'assurer que tout le monde comprend la nécessité d'y aller. Aujourd'hui, tous les acteurs sont sur le territoire. Je demande aux Ivoiriens de la patience. Il faut qu'on s'assure qu'on va au bon rythme, qu'il y a le bon tempo pour être certain qu'on va avoir les résultats qu'eux-mêmes souhaitent. Alors, qu'en est-il du cas de Bleu Goudé Charles, qui jusqu'à présent court derrière un passeport? Non. Ce n'est pas le mot exact. Pourquoi vous ne vous impliquez pas personnellement pour... Là encore, qu'est-ce que vous voulez? Que je sois sur le plateau de télé avec les caméras pour le dire? Non. Bleu Goudé est là, il sait.
Je n'ai pas eu besoin d'être ministre, je lui ai rendu visite régulièrement. Devenu ministre, il sait le type de rapport que nous avons. C'est tous les jours que nous travaillons au quotidien sur son dossier. Le plus important, le président Gbagbo est arrivé. Je peux vous dire, et vous le savez, le président de la République lui-même, je ne dis pas, on dit puisque vous voulez qu'on dise les choses. C'est à moi qu'il a dit, va dire à Blé Goudé d'aller se faire enrôler demain à l'ambassade. Je lui ai dit, il est parti se faire enrôler. Mais enfin, mais il n'a pas encore son j'arrive. Mais s'il est enrôlé, ça veut dire qu'il aura son passeport. Et ça se délivre en 3 jours, monsieur le ministre. Ah, c'est ce que vous croyez? Ici. Ah oui, c'est ce que vous pensez. Eh bien, Blé Goudé... De manière régulière. Comment s'est-il retrouvé là-bas? En partant, vous avez vu quelqu'un qui voyait son passeport? Blé Goudé a voyé son passeport. Ça veut dire que ce n'est pas de manière régulière, ce n'est pas un cas comme les autres. Il ne faut pas faire cette comparaison. Il peut revenir sans passeport alors? C'est un avion, c'est pour ça qu'il l'a amené. Est-ce que l'avion existe encore? Je crois que là-dessus, il faut qu'on soit patient. Blé Goudé le sait. Quelqu'un qui est enrôlé pour avoir un passeport, c'est qu'il n'est pas loin de voyager. C'est juste une question de temps. Ce n'est plus un souci. Il aura son passeport quand, monsieur? Peut-être, soyez patient, vous verrez. On a posé la même question quand il s'agissait de Laurent Gbagbo. Maintenant que c'est réglé, plus personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Moi, je vous dis, c'est juste une question de temps. Alors, vous parlez, dans l'élément, on l'a vu, vous êtes dans une dynamique de diplomatie silencieuse. On ne vous a pas vu à l'aéroport, à l'arrivée du président Gbagbo, on ne vous a pas vu au palais, vous étiez au TAC. Comment se manifeste cette diplomatie silencieuse dont on parle? Je pense qu'un autre jour, vous ferez d'autres émissions où vous donnerez peut-être la parole à quelques acteurs. Et les gens vous diront comment elle se manifeste. Croyez-moi, quand nous décidons que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, parce que le chef de l'État l'a voulu, et qu'il a anticipé, et qu'il s'est lui-même investi personnellement, mais un comité s'est mis en place pour traiter la question. Elle n'a pas été traitée en un jour. Il a fallu parler, se fréquenter, de jour comme de nuit, harmoniser les positions, avancer. Il fut un temps où vous avez suivi cette probabilité de blocage sur une question de date. On a fait beaucoup de choses tout de même. Je vous dis, le principe de l'efficacité de la réconciliation, c'est la discrétion. Et on ne peut pas en savoir davantage. Vous voyez les résultats, c'est ce qui est important. Les résultats ne sont pas très perceptibles. Parce que le retour de Gbagbo n'est pas perceptible? Non, les politiques. Mais on va arriver à la population par la suite. Mais, écoutez, aujourd'hui, il y a quand même 10 mois. Est-ce qu'on peut venir à la RTI facilement, sans se faire contrôler, sans avoir peur? Quand même entre nous. Que veulent-ils les Ivoiriens? Les choses se déroulent bien aujourd'hui. Les choses avancent. Le pays se porte mieux. Moi, j'ai la ferme conviction que le pays se porte mieux. Alors, vous avez rencontré, entre autres, le médiateur de la République, la Chambre des rois et chefs traditionnels, pour ne citer que ces institutions. Comment est-ce que vous êtes organisé avec ces institutions qui, visiblement, travaillent aussi à la réconciliation? Nous avons quelquefois des missions similaires. Les rois et chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Ce sont eux qui gèrent au quotidien les populations. Donc nous avons des activités complémentaires. Nous nous complétons quand c'est nécessaire et nous avançons et je crois que les choses se passent très bien dans une certaine harmonie. Nous travaillons ensemble sur le terrain. On dit chez nous que beaucoup de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. Monsieur le ministre, vous ne pensez pas que la réconciliation au niveau des populations est nécessairement liée à la réconciliation entre les acteurs politiques, je parlais des leaders? Pas nécessairement lié, c'est une part. Mais entre nous, quand les éleveurs et les agriculteurs se battent, c'est lié aux acteurs politiques. Quand les gens vous posent des questions d'étrangers sur le terrain, c'est lié aux acteurs politiques. Quand les gens se battent sur les questions de chefferie dans les villages, tous les villages Akian, c'est lié aux acteurs politiques. Monsieur le ministre, aujourd'hui... Les conflits fonciers à l'ouest du pays. Monsieur le ministre, oui, que les populations sont ancrées dans la grande majorité dans les partis politiques, surtout les grands partis politiques. Est-ce qu'une réconciliation entre les grands leaders ne peut pas favoriser cette réconciliation en bas? Mais justement, c'est la procédure que nous avons adoptée. Mais elle n'est pas lente, cette procédure? Je vous dis qu'on va à un certain rythme. Et puis c'est des acteurs, monsieur. Des gens qui ont fait 30 ans de carrière politique, on ne les déménage pas du jour au lendemain. Entre nous. Donc je dis, vous voyez bien la démarche.
La première chose, nous avons dit au ministère de la Réconciliation, si nous voulons que les Ivoiriens nous suivent, dans un premier temps, il faut décrisper l'atmosphère. Décrisper l'atmosphère, c'est travailler à faire entrer tous les acteurs politiques. Pour l'instant, les plus gros morceaux sont rentrés, si je peux me le permettre. Bédi est sur place, Gbagbo est rentré, Blé Goudé va suivre, Guillaume Soro, je l'espère, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde est sur place, Bédi et Gbagbo ont commencé à se parler. Gbagbo et Ouattara ont commencé à se parler. Le processus est ainsi enclenché. La confiance va tout doucement s'installer entre eux. Parce que c'est ça qui est important. Une fois que la confiance est au rendez-vous, on va au dialogue. C'est pas à pas que les choses se mettent en place. C'est après coup que nous allons maintenant aborder la deuxième phase. Parce qu'entre nous, quand on va au dialogue, il faut qu'on se pose la question, pourquoi on s'est tant querellé? Quels sont ces sujets qui nous opposent? Il faut les mettre sur la table, il faut en débattre. Comment faire pour que, eh bien, en 2025 ou 2030, on ne soit plus amené à se battre encore? Il faut aller au règlement de ces problèmes politiques. Mais la crise ivoirienne ne se résume pas seulement qu'à cela. Parce que je le dis, la démocratie qu'on nous a, d'une façon ou d'une autre, qui s'impose à nous, il faut que nous-mêmes nous assurons que nous tous, nous savons ce que c'est que la démocratie. Il y a un enseignement à faire, la sensibilisation à faire dans les machins des partis politiques. Moi, je le dis partout où je vais, aux Ivoiriens. Les dernières élections qui ont eu lieu, dans beaucoup de localités, qu'est-ce qui explique les agressions? On dit qu'il faut aller voter. Dans certains pays, le vote est obligatoire. C'est un droit qu'a tout citoyen de voter. Moi, je peux, pour une raison ou pour une autre, décider de ne pas aller voter. Mais toi, tu as le droit d'aller voter. Mais si moi, je me mets sur ton chemin pour te dire ne va pas voter parce que moi, je ne vais pas aller voter, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir affrontement. Donc, que quelqu'un ne veuille pas voter, c'est son droit, mais personne n'a le droit d'empêcher que l'autre aille voter. Or, c'est à ça qu'on assiste. Mais pourquoi? Dans les villages, vous le savez très bien, selon les localités, chaque parti dit « j'ai mon bastion, j'ai mon bastion ». Oui, j'ai été à Kwebo, c'est un exemple précis. Et je vois quelqu'un qui, il n'y a pas 10 ans, était membre de mon bureau de la JPDCI, mais qui est passé au RHDP. Dans la localité, son oncle qui, dès qu'il était étudiant, toujours PDCI RDA, ne peut pas concevoir que son neveu qui l'a aidé à s'affranchir, aujourd'hui soit militant d'un parti comme le RHDP. Les gens font l'amalgame. Mais je vais, c'est bien un pays baoulé à tout maudit, j'explique aux parents, vous estimez que c'est votre bastion, c'est vrai. Mais désormais, il y a beaucoup de partis politiques. S'il y a beaucoup de partis politiques, c'est un choix qu'on a fait. On dit le multipartisme. C'est qu'il doit y avoir beaucoup de présidents de ces partis, donc des militants de chaque parti. Que votre fils décide aujourd'hui, parce qu'il est de Kwebo, de militer au RHDP, c'est son droit. Vous ne pouvez pas l'empêcher de venir faire ses activités ici. Vous voyez, il nous faut sensibiliser, il nous faut expliquer, il faut qu'on parle à nos parents, il faut que nous-mêmes, les leaders des partis politiques, nous sachions bien ce que c'est que la démocratie. Ça, c'est aussi une des missions dévolues à mon ministère, et les mois à venir, on va vous dire aux Ivoiriens comment on s'y prend pour que nous puissions nous aussi apporter notre contribution à la sensibilisation et à faire en sorte que la démocratie soit bien comprise et maîtrisée par les Ivoiriens. Et les Ivoiriens continuent de réagir en suivant cette émission. Nous allons rejoindre Régis Kofi qui a une autre série de réactions. Madame Rose Diabaté à Daloa, selon vous, quelles sont les conditions d'une réconciliation nationale, une réconciliation de la classe politique ivoirienne et quels sont les pas que vous posez en ce sens? Les conflits territoriaux en Côte d'Ivoire, avez-vous une solution concrète? La question que pose Barry Mamadou de Conakry. Monsieur le ministre, croyez-vous sincèrement au succès de cette mission de cohésion entre les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire? La question est de Assis Jean à Adzopé, qui voudrait également savoir pourquoi vous n'optez pas pour une concertation ou un dialogue national. Selon M. Toutoukwe Francis à San Pedro, le ministre de la Réconciliation nationale devrait se rendre dans les villages et hameaux. En un mot, que le ministre Kakabé soit un ministre de terrain, selon ses dires. Et puis, Sakara Joël est à Bobo Dioulasso. Y a-t-il une raison particulière qui vous a amené à visiter le Moronaba et le ministre burkinabé de la Réconciliation? Et on termine avec cette question, petite projection dans le futur, Kakabé, candidat ou pas en 2025? La question, c'est M. Sérijean qui voudrait le savoir. Fin donc de cette deuxième partie des questions.
Merci à Régis Kofi qui se trouve au studio B pour recueillir les avis, les propositions, les préoccupations donc, des téléspectateurs. Monsieur Diabaté parle des conditions à une réconciliation réussie. Je crois qu'on a suffisamment répondu aux deux premières questions. C'est pour cela que je vais tout de suite attaquer la troisième. Il nous dit que... La deuxième, c'est les conflits. Avez-vous une recette pour les conflits fonciers? Ah non. La première recette à la matière, c'est la concertation. Et quelqu'un a suivi pour dire qu'il souhaite voir un ministre de terrain. Je lui dis que j'ai pris bonne note. Et M. Toutoukou? Nous avons pris bonne note. Pour être ministre de terrain, je pense que quand même, nous avons commencé. On ne l'a pas suffisamment fait encore, mais il verra lui-même. J'ai déjà été moi-même à Guézan, j'ai été à Diawala, j'ai été à Niélé, dans le nord. J'ai été à Gagnoa, j'ai été à Mama. Je vais un peu partout sur le terrain, moi-même, parce qu'il faut toucher les problèmes du doigt. Donc, être ministre de terrain, oui, j'ai pris bonne note, je suis d'accord que c'est sur le terrain que ça se passe. Alors, ça nous amène à justement organiser beaucoup de concertations. Vous voyez, parfois, je dis qu'il faut imaginer beaucoup de recettes. Beaucoup de recettes. Par exemple, je vous ai dit, pendant que nous sommes à Abidjan, nos équipes sont sur le terrain, à initier des activités génératrices de revenus communautaires. Nous allons faire des puits pour offrir à des villages qui sont en conflit, qui voient les femmes de ces deux villages voisins aller au même puits. Au bout d'un mois, les querelles sont terminées. Nous allons même préparer des rizicultures pour des femmes des villages qui sont en conflit. Nous avons des maisons de chefs que nous construisons, que nous offrons donc aux localités, parce qu'on a une cartographie des conflits, n'est-ce pas, dans le pays, que nous offrons aux localités. Là, le 2, je vais à Diglo, après je vais à Zongnien pour restituer ces maisons de chefs. Et les chefs eux-mêmes ont une localité, ont un espace où ils se trouvent pour se parler en fonction des réalités du terrain, des coutumes sur place. Eh bien, on va en les impliquant, mais aussi en les sensibilisant, nous-mêmes pour les former les acteurs à la maîtrise de la gestion des conflits intercommunautaires. Voici autant de choses que nous initions sur le terrain, justement, pour essayer d'apporter des solutions définitives à ces choses-là. Mais vous savez, en introduction, j'ai essayé de parler du destin de ce pays. Parce que ce qui nous a souvent manqué, c'est le courage. Il faut que nous ayons le courage de nous dire les choses telles qu'elles sont. Quand on a identifié les problèmes qui minent notre société, alors on va courageusement s'attaquer à ces problèmes et trouver des solutions. Qu'est-ce qui amène souvent nos parents dans les campagnes à se battre? Pour des choses inutiles, mais qu'on peut comprendre. Quand vous allez à Boisflé, la question de l'étranger, elle se pose en nous, mais en quels termes? Qui est étranger en Côte d'Ivoire? Qui ne l'est pas? Moi, j'étais avant-hier à Menou. Menou, c'est dans le Moronou. C'est à côté de Mbato. À Tiemle-Kro précisément. Mais nous, c'est les zones cacaoyères, la première boucle de cacao en Côte d'Ivoire. Dans cette localité, comme à Bokanda chez moi, nos parents ont eu besoin de la main-d'œuvre de nos parents burkinabés qui sont venus s'installer. Mais figurez-vous, le premier Ouedraogo qui est venu donc là, il n'a pas été castré. Ce Ouedraogo, au bout d'un mois, a eu un enfant Ouedraogo. Parfois, c'est avec une femme baoulée. Parfois aussi, il vient avec sa femme de Burkina. Mais quand le Burkinabé qui est venu pour travailler dans le champ de mon grand-père, quand il a fait son fils, dans la pratique, eux, ils ne mettent pas les enfants à l'école. Ce sont nos parents, nos grands-parents eux-mêmes qui mettaient ses enfants à l'école. Mais ce deuxième Ouedraogo a fait son fils Ouedraogo un troisième. Nos grands-parents l'ont mis à l'école. Quand il a eu des diplômes et qu'il revient au village pour être député de la localité, on dit non, il est étranger. Je vais en Zekrenzessou à Bokanda. Le seul qui tient la boutique de la sous-préfecture, c'est un Aoussa. Ça fait 30 ans qu'il tient la boutique. Tout le monde va prendre les cubes magie, du sel à crédit chez lui. Quand il a fait ses enfants, qui ont eu 30 ans, 45 ans, le jour où ils vont vouloir participer aux activités du village, on dit non, ils sont étrangers. Quand vous allez à Boisflé, à Koudougou, ceux qui sont nés là, voilà le problème que nous avons. Vous allez à Yamoussoukro, dans la cour même du président Oufoué. J'entends mes parents baoulés dire on ne peut pas accepter qu'un Sénégalais soit notre chef de canton. Parce que Thiam, le chef de canton s'appelle Thiam. Mais comment ça se fait que Thiam est chef de canton? Mais vous le savez. Vous avez choisi, dans la coutume du baoulé,
que c'est l'enfant de la fille, de la sœur qui peut hériter, qui prend le trône. Et ces femmes dont les enfants peuvent être chefs sont connues. Sauf qu'à l'époque, quand les Baoulés raisonnaient de cette façon, les Baoulés n'avaient pas de chance de rencontrer un Libanais sur son chemin, encore moins un Français. Mais Houphouët ouvre les frontières. Les Français rentrent, les Libanais rentrent, et le Libanais va acheter le cacao dans le village. Il rencontre ta nièce, ils font un enfant. Mais cet enfant, c'est l'enfant de ta nièce. Si ta nièce, tant que la tradition veut que son fils soit chef, eh bien, vous êtes surpris que demain, un Nasser soit chef de village. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ce que j'appelle les mutations qui s'opèrent sous nos yeux, mais qu'il faut désormais mettre en adéquation avec nos valeurs, nos cultures traditionnelles. Et là, nous sommes obligés, parce que la Côte d'Ivoire est un peuple métissé. Si on l'a compris ainsi, tout le monde applaudit Houphouët. Ah, Houphouët est un grand. Même les enfants d'aujourd'hui, Houphouët. Mais au fond, demandons demain, qu'est-ce qu'a fait Houphouët pour être si applaudi? Mais c'est ça là qu'on a. C'est le résultat, mais il faut qu'on assume. Donc, plus tard, j'ai eu une grande action que je vais mettre en route. C'est assumons notre histoire. Assumons notre histoire. Assumons notre destin. Une fois qu'on aura donc sensibilisé, formé, eh bien, tous nos parents, tous les Ivoiriens, vous voyez Basile Boli en France, c'était un bon bêté, mais il est français. On vous dira donc un Français d'origine ivoirienne. Mais qui est-ce que ça choque? C'est des choix que nous avons opérés. Il faut assumer les conséquences de ces choix qu'on a opérés. Une fois qu'on a compris cela, et que la Côte d'Ivoire renoue avec ce que j'appelle son destin, de terre d'accueil, terre d'hospitalité, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va reprendre son envol. Monsieur le ministre, à vous écouter. Avant, il y a cette question qui est venue du Bobo du Lasso, la visite au Moro Naba. Oui. Mais justement, je vous parle de ce que nous avons une population composite. Qui c'est qui peut ignorer, qui peut faire semblant de croire qu'il n'y a pas beaucoup de Burkinabés ici? Vous voyez la chance qu'ils ont chez eux au Burkina, c'est qu'ils ont cette sorte d'autorité morale qui a une influence sur le corps social. Tous les Burkinabés respectent le Moro Naba. C'est une chance qu'on n'a pas chez nous. Donc quand je vais régler des problèmes, que j'imagine que je vais réconcilier tous les Ivoiriens en tenant compte de tous ceux qui sont avec nous, je vais m'inspirer du cas burkinabé. Je vais auprès du Moro Naba. Je ne suis pas le premier à avoir fait le pas chez Moro. Houphouët Boigny y est allé. Et quand je suis parti, le Moro Naba m'a dit, vous êtes assis exactement là où était assis le président Houphouët Boigny. Le président de la République, Alassane Ouattara, y est parti. Même le président Laurent Gbagbo y était. Henri Konan Bédié y était. Mais pourquoi? La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est mon avis, nous sommes deux peuples parce que le destin et la colonisation nous donne les frontières. Voici deux peuples et même destin. Il faut que nous commencions maintenant à le comprendre et cultiver la fraternité à nos frontières. Bamba. Alors, monsieur le ministre, vous parlez du Moro Naba tout à l'heure, mais nous avons aussi en Côte d'Ivoire des chefs traditionnels. Oui. Voilà, pourquoi ce modèle ne vous inspire pas? Pourquoi n'arrivez-vous pas à tirer quelque chose de ces chefs traditionnels-là? Surtout qu'on a une chambre des rois et chefs traditionnels. Vous n'avez pas vu les images? Les premiers que j'ai visités quand j'ai été nommé, c'est la chefferie. Le premier que j'ai visité. D'ailleurs, il reste un dernier que je n'ai pas encore visité. C'est dans l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bounamassa. Parce que j'estime que ces autorités morales ont quand même un rôle et une influence dans la localité où ils se trouvent. Donc, je vais m'abreuver auprès de ces chefs. Donc, j'ai déjà fait le tour. J'ai été à Beaunois. J'ai été partout. Et quand nous allons construire les maisons de chefs, quand on va les restituer, à chaque fois dans les localités, ce sont des séances de travail, de formation que nous avons avec ces chefs, de sensibilisation. Alors, vous travaillez sur une matière qui n'est pas facile, le mental, l'esprit du père des Ivoiriens. Vous avez certainement une approche, en dehors de tout ce que vous avez dit, pour briser la méfiance qu'il y a entre les Ivoiriens. Quelle est cette approche? Alors, je vais vous dire une chose, parce que vous m'avez invité trop tôt. Je suis dans un gouvernement. Et donc, au mois de décembre, nous allons rendre public notre plan d'action national. Et en ce moment-là, nous allons vous développer. Parce que, vous savez, vous dites une chose qui est importante. Je travaille sur une matière difficile. Aucun faux pas n'est permis. Même un mot mal placé, eh bien, ça peut vous créer des problèmes. C'est pourquoi tout se mesure, tout se calcule et tout se fait de façon coordonnée. Vous voyez? Bon, avant de venir, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas trop tôt d'aller parler? Mais j'ai été invité, je viens parce qu'il faut parler moins. Il
Il faut parler moins. Je vous dis, c'est des sensibilités, des susceptibilités, parfois des personnes 10 fois plus âgées que vous gérez. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Donc il faut y aller avec la méthode. La méthode, d'accord, monsieur le ministre. Mais en même temps, vous donnez le sentiment de faire du surplace, dans la mesure où les mots qui minent la société ivoirienne sont connus. Il y a des documents qui existent. Il y a eu la CDVR, c'est un exemple que je cite. Tout est répertorié. Pourquoi vous ne travaillez pas sur ces dossiers-là et allez directement à la réconciliation? Vous avez dit vous-même que tout le monde n'est même pas encore entré au pays. Je vous ai dit la première chose, c'est de donner au moins le sentiment qu'on prend tout le monde en compte. Et je dis, ce qui serait plus efficace, c'est de s'assurer que tout le monde y participe, qu'on n'exclut personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allons doucement. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai, je comprends que les Ivoiriens soient subitement d'ailleurs pressés à en finir avec la réconciliation. C'est bien, je comprends. Alors, c'est pour ça que je leur dis la réconciliation. Là, ce n'est même pas le seul fait du chef de l'État ni du ministre de la réconciliation. C'est comme il faut aimer le dire pour la paix n'est pas un vain mot. La réconciliation, faisons en sorte que ce ne soit pas un vain mot, que ce soit le comportement de chaque Ivoirien. Si chacun est bien l'a compris ainsi, on n'a même plus besoin du ministre de la réconciliation. D'accord, monsieur le ministre de la Réconciliation. La réconciliation, c'est aussi celle des Ivoiriens avec des valeurs, telles que le travail, la transparence, le civisme, le sens du devoir, pour ne citer que ces valeurs. Est-ce que vous pensez à ces réalités? Est-ce que vous pensez à résoudre ce problème? C'est la finalité. Et je crois que c'est la dernière étape quand je parle de processus. Pour que j'enseigne des valeurs, il faut qu'il y ait des gens qui veulent écouter l'enseignement. Quand je parle de décrispation, qu'on aille au dialogue. Parce qu'après tout, une société qui veut s'émanciper, c'est celle qui est au travail. La Côte d'Ivoire est toujours un peuple travailleur. Il faut remettre les Ivoiriens au travail. Il faut faire en sorte que nous ayons une société de valeurs, de justice, la justice sociale, la méritocratie. C'est des choses que les enfants soient convaincus que l'école sert à quelque chose. Qu'on ne prenne pas les raccourcis pour réussir dans la vie. Et je crois que ce sont autant de valeurs que le président de la République veut justement enseigner au peuple quand il parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Solidarité dans les valeurs. D'accord. Les Ivoiriens réconciliés, on imagine bien que votre mission doit continuer dans la prévention des crises. Est-ce que vous avez une recette à cet effet? Écoutez, nous travaillons justement parce qu'on ne va pas toujours agir après coup. Il faut regarder, anticiper. C'est pour cela que le ministère est nouveau. Nous sommes en train de le construire. Pour nous donner les instruments, les leviers, comme l'observatoire, pour justement travailler dans le sens d'anticiper sur les conflits, les prévenir. Écoutez, donc, la prévention, c'est un axe que nous privilégions également, mais sur ces questions-là, nous sommes au laboratoire. D'accord, Bamba? Ok, monsieur le ministre, on a eu dit que vous avez des difficultés de fonctionnement au niveau du ministère. C'est un constat que nous avons fait aussi. Est-ce que cela ne plombe pas quand même vos activités? Qu'est-ce que vous appelez difficulté de fonctionnement? La question vous est posée parce que on constate que vous n'arrivez pas à vous déployer normalement sur le terrain. Et on suppose que vous n'avez pas les moyens. Soyez indulgents. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce que le ministère est nouveau. Vous voyez, j'étais il n'y a pas si longtemps dans l'opposition. Je suis maintenant à l'étrier et je découvre. Moi, j'ai été nommé, je ne vous cache pas, mon ami et frère Ahmed Bakayoko, paix à son âme, j'ai été nommé le 15 décembre, donc après qu'on ait voté les budgets. Mais après tout ce programme, on ne fait pas comme ça parce que, bon, on est ministre et puis après... donc, quand j'arrive au mois de juillet, au mois de décembre, et que les procédures font que j'ai un DAF au mois de juillet, un ministre n'exécute pas directement les budgets. Donc c'est un mécanisme qui se construit, qui se met en place, mais lentement, doucement. Et puis c'est l'administration, les choses ne vont pas comme ça chaque matin. C'est un combat de tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est une volonté manifeste de ne pas donner les moyens, non. Et que je ne suis pas le seul, tous les ministres sont concernés. Sauf que mon ministère, il est nouveau. Les instruments n'existent pas, il faut les créer. Je vous parle d'observatoire, qui n'existe pas juridiquement. Comment je peux travailler là-dessus? Je vous parle du fonds de soutien, de consolidation à la paix. Il faut créer. C'est un ministère nouveau. Je suis en train de mettre en place des instruments, de sorte que si demain quelqu'un vient, il trouve quelque chose au moins en place.
avec un pilotage automatique? Sans doute. Alors, la confiance retrouvée, l'entente cordiale, la fraternité, la réduction des écarts sociaux, autant de défis qui sont en fait l'objectif visé, entre autres, par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Comment y parvenir? Qu'en pensent les Ivoiriens? Réponse dans cet élément de Seydou Ouattara. Il faut trouver du boulot jeune. S'il y a du boulot là, personne ne va passer son temps à aller faire des histoires d'autres personnes. Quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. C'est lorsqu'arrivent les périodes électorales qu'il y a toujours les histoires. Donc c'est les politiciens là, si eux-mêmes ils sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes, ils ont décidé de faire la paix, il n'y aura pas de problème. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un malgré lui. Et tout est dans la main des hommes politiques. À eux de sensibiliser leurs militants afin qu'il y ait une bonne réconciliation. Sinon, à part les hommes politiques eux-mêmes qui nous toujours convoient là où on ne veut pas y aller, c'est à eux de voir leurs militants pour les sensibiliser pour une réconciliation vraie. Sinon, le militant, lui, il ne suit que leur leader. Donc je vois que pour moi, la réconciliation est dans la main des hommes politiques. Et surtout les 3 hommes politiques les plus influents du pays. À eux de voir leurs militants, de les sensibiliser sincèrement et honnêtement, sans faux fuyant. Bon, ce que moi je pense, ceux-mêmes qui sont nommés pour ça doivent s'approcher de la population pour nous demander ou bien pour nous aider, pour nous-mêmes ensemble, pour voir quel est notre problème, quelle est la solution. Parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un pour ça réellement. Et c'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est le ministre de la Réconciliation. Mais je me dis que toujours, peut-être ça vient, mais nous on n'a rien vu d'abord. Peut-être ça va venir, mais on n'a rien vu d'abord. Pour réussir cette mission, il faut beaucoup écouter les différentes parties et à la suite, le ministre pourra alors faire une conclusion. L'écoute est très importante et ce que je peux conseiller au ministre, c'est cette écoute-là. C'est cette écoute des populations et je sais que c'est un grand homme politique qui connaît le pays, qui connaît très bien les populations et on n'a pas besoin de lui mentir, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire. En écoutant les populations et en les saisissant là où ils vivent, il pourra réussir sa mission. Pour moi, pour qu'il y ait une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, il faut d'abord l'annulation de tout mandat d'arrêt, le retour de tous les exilés de la crise post-électorale de 2010-2011, la libération de tous les détenus. La réconciliation passe par une grande réunion et se dire la vérité. Tant qu'il n'y a pas de vérité, vraiment, c'est un flou. Chacun va dire ce qu'il pense, ce ne serait pas ça. Il faut, en fait, pour la cohésion, une très grande réunion pour sensibiliser les uns et les autres pour aller de l'avant. La réconciliation, je pense qu'elle est bienvenue parce que véritablement, les Ivoiriens sont angoissés. Il y a certaines familles même qui sont divisées. Il faut que vraiment on fasse des groupes et puis aller vers la population pour leur parler de ce qui se passe en réalité. La réconciliation, qu'est-ce que c'est? C'est véritablement vivre ensemble. Ça, c'est le plus important. Donc, je pense que la réconciliation est bienvenue. Ça va nous permettre de s'épanouir, de dire ce qui n'est pas bien et auprès d'eux, on apprendra beaucoup de choses. Si nos populations sont formées à la paix, nos populations sont informées, je crois qu'il y aura moins de risques à ce que les populations se battent entre elles. Et le ministre le dit bien, il faut que le ministre aille dans toutes les contrées et parler aux populations, parler de cohésion et parler de paix aux populations. Je leur conseille d'être francs et qu'ils n'ont qu'à essayer de voir ce qui peut arranger la population. Voilà. Parce que quand d'autres disent qu'on a faim, d'autres disent qu'il n'y a pas de travail, d'autres disent, voilà, vous voyez ce que ça fait. Voilà. C'est pas bon. Il faut qu'on s'aime entre nous. Si on s'aime entre nous, donc c'est la vraie réconciliation qui est là. Les politiciens n'ont qu'à s'entendre. Je dis là, il n'a qu'à faire entendre tous les grands politiciens. S'il y a entente là, moi je pense que c'est la solution pour la réconciliation dans le pays. Bon, on veut beaucoup de pardon. Tout le monde doit pardonner. Si on veut refaire le règlement de compte, on va rester toujours dans les mêmes postures. Bon, donc tout le monde doit pardonner pour qu'on avance ensemble. Bon, à mon avis, ce que moi je propose à le ministre Kakabe, pour qu'il n'a qu'à essayer de cohabiter avec tout le monde, que ce soit FPI, RDR, RHDP, PDCI, pour qu'il cause avec tout le monde, pour qu'on n'a qu'à s'entendre, pour
le développement de la Côte d'Ivoire va en avance. Alors, vous venez d'écouter les Ivoiriens. Les préoccupations se résument à l'entente entre les politiciens. Êtes-vous d'avis que c'est au sein de la classe politique que le mal s'enracine? Je l'ai dit, les politiciens portent une part de responsabilité, certainement une grande part de responsabilité dans la crise que nous vivons. Heureusement qu'ils en sont, nous sommes tous conscients, j'en suis un, et nous travaillons justement à ce que les rapports s'améliorent entre les acteurs politiques, que nous puissions refaire la politique autrement, revoir tous les paradigmes dans ce milieu-là, et revoir nos logiciels et comprendre une bonne fois pour toutes que c'est vrai, nous avons des partis politiques différents, c'est vrai, nous avons des convictions ou des idées différentes, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Tout ce que nous voulons tous, c'est servir un pays, c'est le seul pays que nous aimons tous. Le jour où nous comprendrons que nous pouvons le faire en dehors de la violence et que ça peut se faire de façon élégante, oui, élégante, alors nous aurons justement posé un grand pas vers je veux dire, des solutions définitives, n'est-ce pas, à la crise. Et cette crise, malheureusement, se prolonge, cette crise entre les politiciens se prolonge au sein de la population. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans l'élément, l'amour, le pardon. Et comment amener donc la population vers ces sentiments plus doux? Vous voyez, je ne donnerai pas de nom ici. Je dois aller dans une localité pour livrer une maison de chefs. Les élus, les cadres, ça fait 30 ans, ils vivent tous à Abidjan, mais les cadres ne se fréquentent pas. Ils ne se parlent pas. Je dois les amener tous au même lieu pour faire la livraison. Il faut que je commence d'abord à leur parler ici, à les convaincre. Des gens qui depuis 30 ans ne se parlent pas, moi je dois en une semaine ou en un mois les amener d'abord à comprendre la nécessité de se parler pour qu'on soit d'accord qu'on va aller tous au même endroit pour livrer la maison. Vous voyez bien que je n'ai pas besoin de caméra pour le faire, ni de micro. Ça se passe la nuit. C'est quand ils ont fini de travailler, qu'ils vont rentrer ce soir, moi je m'attends à leur porte. Je vais plaider, je vais parler, sensibiliser. Et ça se fait dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Et c'est quand on a fini là, vous voyez le résultat sur la place publique. C'est pourquoi je vous dis que ce genre de mission, on ne le réussit pas dans le bavardage. On ne réussit pas dans le discours. C'est dans la discrétion. Parce que malheureusement, ça porte sur, comme vous l'avez dit, la sensibilité des hommes. Et quand vous avez heurté quelqu'un, vous ne pouvez plus compter sur la personne pour espérer quoi que ce soit de lui, d'elle plutôt. Donc je suis obligé, moi-même, d'être prudent, de faire attention, d'être humble, d'obéir, de respecter, souvent même de m'effacer, de me faire écraser, ce qui veut faire avancer la cause des Ivoiriens. Voilà dans quelle posture on se trouve. Une fois qu'on a pu harmoniser ces choses-là. Mais au sommet, c'est clair. Quand les grandes figures se seront entendues, qu'ils vont l'afficher comme ça a commencé, évidemment, le reste du corps va suivre. Moi-même qui vous parle là, il y a quelques années, derrière nous, le PDCI, le RDR, c'était la guerre. Mais une fois que M. Bédier et M. Ouattara se sont mis d'accord, eh bien, on s'est remis ensemble. Aujourd'hui, il y a moins d'animosité. Vous voyez les journaux, à la une des journaux, il y a plutôt l'agressivité. Parce que, bon, le président Gbagbo est rentré au pays, il téléphone au président Ouattara. Les choses ont commencé à se mettre en place. Je demande aux Ivoiriens un peu d'indulgence, un peu de tolérance. Allons doucement, je les comprends, nous sommes pressés, mais nous sommes sur le bon chemin. Le chemin, il va être long. Ok, monsieur le ministre, que pensez-vous d'une amnistie générale? Est-ce que cela ne pourrait pas booster la réconciliation? Ce serait l'idéal. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bien tout ça. Mais il ne faut pas non plus que parce qu'on va à la réconciliation, on donne le sentiment que nous rentrons dans l'impunité. Ce n'est pas une bonne leçon à donner au peuple. N'oublions pas ensemble que tout ça est bien, mais tout ça se fait aussi sur des bases, sur des données. La Côte d'Ivoire doit rester un état de droit et force doit rester à la loi. Donc, tout ça doit se conjuguer dans une certaine harmonie. Ça suppose que nous ayons donc réussi à rétablir la confiance entre les acteurs, au risque de me répéter. Alors, est-ce que vous avez un échéancier pour solder donc la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'échéancier qui permettront à un certain moment d'apprécier le niveau d'évolution de votre mission. Il n'y a pas d'échéancier, je vous dis, c'est un processus. Sans doute, Danon Guégui a été le premier ministre de la réconciliation sous Laurent Gbagbo. Peut-être qu'on aurait dû poser la question. Charles Konan Banny est arrivé, après il y a eu la Conarive. Il n'y a pas d'échéancier. C'est un processus, et je rassure les Ivoiriens qu'il a heureusement débuté, et bien débuté. Ensemble, si nous sommes d'accord,
Et si nous voulons la réconciliation, c'est à nous de conjuguer nos efforts pour qu'on y arrive, mais il ne peut pas avoir d'échéancier. D'accord, mais vous avez certainement des indicateurs qui, à un moment donné, doivent permettre de consulter pour dire que la mission est accomplie. Bien entendu, vous savez qu'on est sorti d'une élection un peu tumultueuse, douloureuse en 2020. L'autre prochain rendez-vous, c'est 2025. On ne va pas encore arriver en 2025 avec des balbutiements. Ça veut dire qu'il y a tout de même des aspects de ces dossiers qui doivent être soldés avant 2025. Donc quand même, de ce point de vue-là, on peut dire que la cohésion, c'est une affaire permanente. La cohésion, elle est permanente. La réconciliation, oui, à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir l'unité de mesure, mais la cohésion, elle est permanente. Vous envisagez une conférence nationale, une table ronde? Un dialogue, peu importe. Moi, je ne suis pas dans ce fétichisme-là, de concept, de ceci ou de cela. Non, le plus important, quelle que soit la forme qu'il faut donner à la chose, nos aînés ont compris qu'il faut qu'ils se parlent et ils ont commencé. Monsieur le ministre, on sait que les élections engendrent tout souvent la division quand nous sommes en période électorale. Alors, 2025, comme vous l'avez dit, c'est pour dans 4 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens qu'avant 2025, les leaders politiques seront réconciliés? Quelqu'un l'a dit, et j'ai même oublié, mais la réconciliation, elle s'impose à nous. Nous sommes obligés d'aller à la réconciliation. Ça ne se négocie pas, elle s'impose à nous. Et si on a été traumatisé et qu'on a même pris conscience nous-mêmes de la nécessité d'aller à la réconciliation, les efforts doivent être conjugués de part et d'autre pour que justement 2025 soit une élection paisible. Paisible. Et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Et il nous faut continuer ainsi. Jean-Pierre Lagou le disait dans le film qu'en dehors des périodes électorales, il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Ah si, ça dépend de la nature des problèmes. Je ne crois pas qu'il y ait eu des problèmes, qu'il y ait des élections à Niélé, j'en viens. Il n'y a pas d'élections à Guézon, à Diokoué, j'en viens. Les problèmes, ça dépend. Il y a les problèmes politiques, il y a les problèmes d'autres natures. Les problèmes fonciers, c'est tous les jours. Les bosons et les pêcheurs, c'est tous les jours. La Côte d'Ivoire vivant dans la paix totale, la Côte d'Ivoire réconciliée, cela ressemble à quoi, monsieur le ministre? Un rêve, mais qui sera possible. La Côte d'Ivoire est dans l'obligation, si elle veut demeurer cette terre d'accueil, cette terre d'espérance, attirer encore et renouer avec son destin, elle doit renouer avec ce destin-là, c'est-à-dire se réconcilier, demeurer stable. Ça a été ça notre force et qui nous a permis de bâtir le peu qui a été bâti, la stabilité. Aujourd'hui, alors quelqu'un me disait que depuis 20 ans, cette année, les Ivoiriens, la diaspora sont venus nombreux en vacances dans leur pays. Mais parce que cette année, il y a la calmie. Si nous continuons comme ça, non seulement ce sont les Ivoiriens de la diaspora qui vont venir, les autres nationalités vont les suivre pour venir investir de l'argent ici. Ce matin, vous avez vu ces grands événements de tourisme. Eh bien, on ne prend pas une destination d'un pays qui n'est pas stable. Donc la Côte d'Ivoire renoue avec la stabilité. Eh bien, c'est de bonne guerre. L'autre attente des Ivoiriens, c'est le respect des droits humains, bien que des progrès considérables soient enregistrés. Oui, c'est tout à fait légitime et des efforts doivent être faits, et comme tous les jours, pour que justement cela soit ressenti. C'est d'ailleurs une préoccupation du gouvernement ivoirien et donc le président de la République y tient. Bamba? Oui, monsieur le ministre, vous dites que tout est calme en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est l'impression. C'est moi qui le dis. Oui, c'est l'impression que vous donnez. Vous ne le vivez pas? Une partie de la population vit cela, mais ce n'est pas toute la population qui le dit, hein, parce qu'il y a encore des populations qui estiment que les problèmes ne sont pas réglés et qu'il faut absolument les régler à temps pour qu'on sorte de la crise qu'on vit. Mais nous ne disons pas autre chose. Voilà. J'ai dit qu'on note ensemble qu'il y a une amélioration au moins. Oui, ça, nous sommes d'accord sur ce thème-là. Est-ce que ce calme-là, ce n'est pas un calme apparent? Est-ce que ce n'est pas le calme avant la tempête? Parce que moi, j'ai toujours en vision les élections de 2025. Je vous comprends, mais nous y allons allègrement, doucement mais sûrement. Question futuriste. Aujourd'hui, le pays vous appelle pour accomplir une mission au sein du gouvernement. Mais comment entrevoyez-vous votre avenir politique après? Est-ce que j'ai en ce moment le temps de penser à autre chose concernant personnellement? Vous avez commencé à fréquenter le président Bédié. Est-ce que ce n'est pas un positionnement déjà pour la nouvelle génération? Ben non.
J'ai une seule préoccupation, c'est la paix sociale. J'ai une seule mission, c'est la réconciliation. Mon horizon, le seul, c'est la réconciliation. Et je suis tellement préoccupé, vous venez de le dire, les Ivoiriens ont encore le sentiment que je ne fais pas assez. Je dois convaincre. Est-ce que j'ai encore le temps d'aller vous faire autre chose? Alors, quelqu'un a posé la question, je notais ici, KKB candidat en 2025? Point d'interrogation. Je viens de le dire là. Ma préoccupation, je n'ai même plus le temps de penser à une affaire de candidature. Candidature à quoi? Vous-même, vous êtes sceptique. Jusque-là, vous n'avez encore rien perçu. Tant que les conditions de candidature ne sont pas réglées, tant qu'on n'est pas certain qu'on va à une élection apaisée, à quoi ça sert d'aller à des élections tumultueuses? Donc, ma candidature, c'est la paix. Ma candidature, c'est la stabilité. Ma candidature, c'est la réconciliation. Et je m'emploie avec toute mon énergie, en priant le Seigneur qu'il nous permette d'y aller et de réussir. Croyez-moi, et je le dis en étant le plus sincère possible. J'ai été, malgré moi, candidat en 2020 pour faire face à une situation de péril. Et je le dis par amour pour la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas se répéter tout le temps. Maintenant, j'ai une lourde responsabilité, participer aux côtés du chef de l'État à réunir les conditions pour que, justement, en 2025, ces faits ne se reproduisent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a le temps de penser encore à autre chose? Sérieusement. Oui, Bamba? Ok, vous voulez réussir cette réconciliation, et c'est le souhait de tous les Ivoiriens. Mais en même temps, est-ce que vous pensez que, après tout ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, vous pensez que vous pourrez réussir cette mission-là? D'autant plus que c'est vrai que vous n'êtes pas pressé, mais en même temps, les Ivoiriens sont pressés de voir tous les leaders se retrouver en Côte d'Ivoire. Ce dont je suis sûr... Je reviens encore sur le cas sur le cas Guillaume Soro. Est-ce que ces problèmes ne sont pas des dossiers lourds pour vous? Ce dont je suis sûr, c'est que j'ai la volonté. Est-ce que j'ai la volonté? J'ai la volonté. Voilà. Ce dont je suis sûr, j'ai la volonté. Mais après, écoutez, nous sommes nombreux. Avant moi, il y a eu Bani. Avant moi, il y a eu Danonguégué. Avant moi, voilà, chacun va apporter sa pierre. Ainsi va la vie. Vous avez la volonté, vous avez aussi des hommes pour accomplir cette mission? J'ai la volonté et j'ai le soutien du chef de l'État. Parce que lui aussi a une volonté affichée. Et j'ai une équipe. Et une méthode? Bien sûr, une méthode. Je vous ai dit qu'au mois de décembre, nous allons dire aux Ivoiriens, mais publiquement, le plan national de la réconciliation et de la cohésion avec toute la méthodologie qui l'accompagne. Merci. Bamba, pour terminer. Alors, monsieur le ministre, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais on ne saurait vous avoir sur ce plateau sans vous demander votre réaction sur cette affaire qui touche à votre vie privée et qui est l'actualité sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement? Merci en tout cas de me donner l'occasion d'évoquer cette question parce que par respect pour les Ivoiriens, on ne peut pas venir à la télévision nationale, là où ils payent les redevances, pendant 1h30, parler, nous séparer et faire comme si cette affaire n'a pas existé. C'est pourquoi je dis, par respect pour les Ivoiriens, je vous remercie de m'en parler, de me donner l'occasion d'en dire un mot. Après, je voudrais rassurer les Ivoiriens pour leur dire que je n'ai rien à me reprocher. Sauf que c'est un dossier pénal qui est aujourd'hui entre les mains de la justice et je pense qu'il appartient à mes avocats de l'évoquer et les prochains jours, ils vont en donner quelques éléments qui vont les rassurer davantage. Merci. Vous avez certainement un mot pour terminer? Pour rassurer les Ivoiriens? Mon mot de fin, alors, c'est de dire aux Ivoiriens, vous voyez, quand c'est comme ça, je leur prépare toujours une petite note, comme je l'ai fait ici, chers Ivoiriens. Vous voyez que tout au long de cette émission, j'ai essayé de vous démontrer qu'avec une équipe, disons mon équipe et mon administration, nous sommes totalement mobilisés justement pour réussir la tâche que le chef de l'État et bien le président de la République a bien voulu nous confier. Chers Ivoiriens, je ne poursuis qu'un objectif. La paix est mon seul horizon. La réconciliation, ma seule destination.
et l'unité du peuple ivoirien mon unique préoccupation. Depuis plus de 300 jours, j'ai pu mesurer concrètement l'engagement du chef de l'État. Oui, parce que c'est lui et d'abord lui qui rend possible ce processus. Je témoigne qu'il est habité par la volonté de paix et de rassemblement. Je rends également hommage à ceux au premier rang desquels nos anciens présidents qui ont choisi le chemin du dialogue. Vous qui m'écoutez en ce moment, ce soir même, je vous lance donc cet appel. La démocratie, c'est débattre, confronter des idées. Un argument vaudra toujours mieux qu'une arme. La réconciliation, c'est bien sûr l'affaire des politiques et des personnalités, des responsables institutionnels. Mais c'est aussi avant tout, par-dessus tout, l'affaire de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. C'est eux qui construiront dans la fraternité nationale l'unité de notre pays. Aucun Ivoirien ne doit demain être à nouveau l'ennemi d'un autre Ivoirien. Je compte en particulier sur notre jeunesse. Elle a en ses mains son avenir. À tous ces jeunes, je dis la chose suivante. Investissez-vous dès maintenant dans la noble bataille de la réconciliation nationale. L'avenir sera ce que vous en ferez. Et laissez dire les malveillants, les sceptiques et les destructeurs. La nation compte sur vous. Vous êtes plus forts que les nostalgiques de la guerre civile. Vous êtes les artisans de la paix, la paix des cœurs. Je crois qu'il est temps de conclure. En toute humilité, j'espère vous avoir donné foi en notre pays, espoir sur son avenir. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro de RTI 1 reçoit. Merci M. Bertin Kouadio-Konan, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, d'avoir répondu à cette importante question de la réconciliation. Idrissa Bamba de Soir Info et Régis Kofi étaient avec moi pour ce plateau. Le président Houphouët-Boigny l'a dit, et je cite, « Nous n'avons qu'un seul objet de haine, la guerre. Qu'une seule obsession, la paix. La paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. » Et terminons par cette paraphrase du Père de la Nation. Ayons un cœur si petit qu'il n'y ait de place pour la haine. Que le Tout-Puissant préserve la Côte d'Ivoire. Paix dans vos cœurs, pardon dans vos foyers, tolérance autour de vous. Bonsoir, restez sur la chaîne qui rassemble et à très bientôt. Merci.